Merci. Monsieur le Président Jean-Paul Chanteguet, Mesdames et Messieurs les membres de cette commission, je voudrais tout d'abord vous remercier de me donner l'opportunité de vous apporter quelques éléments scientifiques sur le thème des néonicotinoïdes. Je m'exprime ici en tant que spécialiste des neurotoxiques, dont les néonicotinoïdes sont une des déclinaisons en matière de pesticides. Je m'exprime en tant que chercheur du CNRS, mon employeur, et en tant que vice-président de la Task Force sur les pesticides systémiques, qui est un groupement de chercheurs indépendants, volontaires, sans conflit d'intérêts. Pour des raisons statutaires, je ne m'exprime pas au nom de l'ANSES, ni au nom de l'OCDE, pour lesquels je suis expert. Les néonicotinoïdes sont une petite famille d'une dizaine de matières actives agissant sur le système nerveux central au niveau postsynaptique. Ils se lient au récepteur nicotinique de l'acétylcholine, à la place de l'acétylcholine. De fait, l'insecte ravageur meurt par crampe généralisée en quelques secondes ou quelques minutes. L'archétype des néonicotinoïdes est l'imidaclopride. Les néonicotinoïdes sont principalement utilisés en agriculture pour plus d'une centaine d'usages, dans plus d'une centaine de pays, plus précisément pour les fruits, céréales, légumes, en foresterie et pour le traitement du bétail et des animaux domestiques. La progression des ventes depuis le milieu des années 90 fait que les néonicotinoïdes représentent aujourd'hui un tiers des insecticides vendus dans le monde. En France, 4 nicotinoïdes sont en usage: le thiaméthoxam, le thiaclopride, l'imidaclopride et l'acétamipride. Les ventes progressent, notamment pour l'imidaclopride, ceci malgré les restrictions prononcées en 1999, 2004 et 2013. La toxicité aiguë des néonicotinoïdes pour les abeilles peut être comparée à celle du DDT en comparant la dose létale 50%, exprimée en nanogrammes par abeille, et pour laquelle la moitié des insectes meurent. Par exemple, l'imidaclopride est 7300 fois plus toxique pour les abeilles que ne l'était le DDT, alors que les quantités à l'hectare sont seulement 2 à 6 fois inférieures. C'est la découverte des effets létaux et sublétaux par intoxication chronique qui a pu être reliée directement aux surmortalités d'abeilles. Pour illustrer les effets, nous pouvons utiliser le modèle drosophile. La concentration létale 50% est diminuée par un facteur 170 en passant d'une exposition aiguë à une exposition chronique pendant 8 jours, l'échelle horizontale étant en puissance de 10. De plus, la survie de l'espèce est compromise par des effets sublétaux sur la reproduction jusqu'à des concentrations encore 50 000 fois inférieure à la précédente, c'est-à-dire 0,1 milliardième de gramme dans un gramme de nourriture. La communauté scientifique, sans conflit d'intérêt, s'accorde à lier le phénomène des surmortalités d'abeilles à des causes parfois seules, parfois combinées, telles qu'illustrées ici. 2 des 4 causes directes symbolisés par les flèches rouges, concernent les insecticides, dont les nicotinoïdes. Les fongicides sont un facteur synergique aggravant, de même que les agents infectieux, tandis que tous ces facteurs sont en interaction. Par exemple, les néonicotinoïdes rendent les abeilles plus sensibles aux infections et aux parasites. Le dernier rapport de l'IUCN, le plus grand rassemblement scientifique international sur la biodiversité qui publie la liste rouge des espèces en voie de disparition, fait état de l'extinction en cours de 9% des races d'abeilles, sachant que pour l'immense majorité d'entre elles, aucune étude n'est disponible. Ce rapport appelle expressément à de meilleures pratiques agricoles en matière d'insecticides. Au niveau de l'écosystème, les choses sont résumées dans ce schéma. Les néonicotinoïdes contaminent principalement les sols, dans lesquels leur durée de vie peut atteindre une dizaine de mois jusqu'à plusieurs années. Par transfert, ils vont contaminer significativement les eaux de surface et les eaux profondes. Seuls 2 à 20% des néonicotinoïdes pénètrent les plantes, puis contaminent les pollens et les nectars.
tous les compartiments de la nature sont atteints, exposant un très grand nombre d'espèces non cibles dans tous les écosystèmes. Depuis 2010, une cinquantaine de scientifiques de diverses disciplines se sont rassemblés devant l'importance des problèmes environnementaux générés par les néonicotinoïdes et le fipronil. Après 5 ans d'analyse de toutes les données disponibles, nous avons publié la première méta-analyse complète sur le sujet sous la forme d'un numéro spécial dans Environmental Science and Pollution Research, revu par les pairs, disponible dès 2014 et qui est en libre accès sur Internet. Ici, nous avons nécessairement synthétisé les données d'exposition et de toxicité sur une seule figure. Pour les invertébrés terrestres, brièvement, ces invertébrés sont fortement exposés par les plantes et dans le sol. Ensuite, plus il y a de cercles rouges, 4 cercles rouges au maximum, plus les effets écotoxicologiques apparaissent à de faibles doses, s'agissant des individus, des populations et des communautés de ces invertébrés. Ainsi, les effets apparaissent aux plus faibles doses pour les individus et les populations, tandis qu'aucune donnée n'est disponible pour les communautés. Ici, dans ces invertébrés, on retrouve le cas des abeilles et des vers de terre, par exemple. La situation est plus alarmante encore pour les invertébrés aquatiques, fortement exposés par l'eau. Non seulement ces effets apparaissent aux plus faibles doses pour les individus et pour les populations, mais l'impact sur les communautés a été mis en évidence pour des doses modérées. Tout ceci est d'une importance capitale pour les activités liées à la pêche et plus généralement pour la chaîne alimentaire dans l'écosystème aquatique. Chez les vertébrés, comme par exemple pour les poissons, les effets directs sont généralement observés à des doses plus élevées ou lors d'expositions de plus longue durée. Toutefois, le cas des oiseaux montre que les effets sur les individus interviennent à des doses modérées, tandis que les effets sur les populations sont probables. En fait, de tels effets ont été maintenant démontrés aux Pays-Bas pour une quinzaine d'espèces d'oiseaux communs, dont les hirondelles, passereaux, grives, dès que la contamination des eaux de surface dépasse 20 nanogrammes par litre, ce qui est courant. Ici, les oiseaux communs sont en déclin rapide. Le tout récent rapport de l'ESAC, regroupant les 27 académies scientifiques européennes, confirme nos conclusions sur les effets des néonicotinoïdes pour la biodiversité et les services écosystémiques nécessaires à l'agriculture. Comme nous, il appelle à l'arrêt des traitements prophylactiques, c'est-à-dire préventifs, et à la restauration de la biodiversité. Finalement, les néonicotinoïdes cumulent 5 caractéristiques tout à fait particulières. Ils sont utilisés préventivement et massivement. Ils ont une très haute toxicité pour les invertébrés, haute pour les vertébrés. Ils persistent très longtemps dans les sols et contaminent les eaux de surface et profondes. De ces faits, les néonicotinoïdes constituent une cause majeure de la perte des pollinisateurs et ils compromettent la stabilité de l'écosystème. Ils constituent aussi une menace sur la sécurité alimentaire en termes de quantité à produire et en termes de contamination de la nourriture. L'utilisation présente des néonicotinoïdes n'est pas durable. Comme pour les antibiotiques, les néonicotinoïdes ne peuvent pas être automatiques. Si vous voulez sauver les abeilles, il va falloir arrêter d'empoisonner nos campagnes. Merci.